d'accord? Vous me la laissez pour la soirée? Oui, oui, d'accord, mais qu'est-ce que vous allez faire? Mais rien, non, n'ayez pas peur. J'ai envie d'inviter les copains. Ouais. Alors je leur dis, bah écoutez, ce soir, je me suis arrangé, je vais essayer de louer une guinguette. Ouais. Alors, je leur ai donné rendez-vous, je les attends. Bon, ben c'est entendu. Bon. Hein. Allez, je vous laisse. Et surtout, soyez sages, cassez rien, hein? Ben non, mais allez. vous en faites pas, allez. Au revoir. À faire un peu le ménage parce que... Un peu douteux, enfin, ça fait rien. Eh oui, les joies de la vie. Les joies de la vie, c'est énorme. Où peut-on prendre la mesure et le sens des choses? On n'en sait rien. Vous savez, les joies de la vie, pour moi, c'est d'abord les copains. C'est important, les copains. Tout est basé là-dessus. Alors, dans cette petite guinguette, on va pas faire une soirée luxueuse, on va pas accepter de grands noms, c'est pas qu'on les refuserait, mais là, c'est pas la peine. Il y a des quantités de copains dans tous les métiers, alors j'aimerais vous les amener. Ils vont venir comme ça, les uns après les autres, ils vont vous chanter une petite chanson, vous raconter une petite histoire en copains, comme ça, sans prétention. D'abord, puisqu'on est dans les joies de la vie, je crois que la première, on la doit au pays d'où l'on vient. Moi, je suis basque, sans chauvinisme, sans grande auréole, mais comme je suis basque, j'aime le pays basque, j'aime les danses. Alors, si vous voulez, je vais déjà vous emmener là-bas. À tout à l'heure. Et voilà déjà le premier voyage au Pays Basque. Vous savez, il y a des côtés agréables, on s'en souvient. Moi, quand j'étais gars, je jouais à la pelote. J'avais mal aux mains, mais enfin ça me musclait. Poupou, voilà Poupou, Poupou Oyamboulou. Philippe, c'est lui qui a le groupe établi. Poupou, toi aussi, tu viens du Pays Basque. Mais dis donc, mais explique-nous un peu comment tu as attrapé cet accent parisien. Là, tu as quitté le Pays Basque il y a longtemps, non? Moi, je suis arrivé ici il y a... Enfin, je suis arrivé en 38, je parlais pas un mot de français. Mais maintenant, je me suis rattrapé, je parle le français comme une vache. Enfin, l'espagnol comme une vache française. Maintenant, j'ai plutôt un côté faubourien. Mais je suis arrivé directement à Cachan. À Cachan, ça ne te dit peut-être rien, c'est une petite ville, dans la Seine. Et je garde un souvenir extraordinaire de l'école communale, du groupe Paulbert. Ça, mon vieux, j'en garderai un souvenir. Et l'instituteur, évidemment, les élèves ont changé. Mais l'instituteur est là, toujours le même, c'est Monsieur Mollard. Ah oui, Mollard. Tiens, là, évidemment, la classe a été repeinte. Et les gosses, évidemment, sont beaucoup plus jolis. Ils sont propres. Nous, en 40, on était plutôt, non pas voyous. Tiens, voici Monsieur Mollard. Mais on était un peu plus négligés. Ils ont une bonne bouille. Eh bien, j'ai l'impression que M. Mollard a l'air moins sévère parce qu'il sourit. Avec nous, c'était plus difficile. Il était plus jeune, alors il fallait qu'il fasse ses classes. Mais on était quand même très durs. Je ne sais pas ce que je donnerais pour retourner dans cette classe. Je donnerais très cher. Je trace un cube, la vue de face. Voilà ma face de devant. Je trace la face du dessus. Voilà la face sur le côté. Et voilà. Si ce cube que j'ai fait en perspective a 3 décimètres de côté, je trace mes 3 décimètres
Mais où sont passés mes élèves? Oui, on sait rien. C'est rien, c'est les fantaisies de cinéma, c'est nous. Nous voici arrivés adultes. C'est nous. Et du reste, on voit tous les copains, là, tiens. Oh, là, c'est Pierrot. Pierrot, on l'appelle Pierrot le fou. Ça, c'est Jojo Bilot, dit la gazelle, le meilleur à la course. Ah, Rino, il a perdu les cheveux, mais pour se rattraper, il s'est laissé pousser une moustache. Alors bon, ça, c'est Robert. Je ne dirais pas de mal, c'est mon propriétaire, c'est Bognon. Tiens, Jeannot, le seul qui osait se venger, il a crevé le vélo de Monsieur Mollin un jour. José de Nève, il avait une ferme dans ma rue à Cachan. Maintenant, il est devenu garagiste. Mais toujours jeune premier quand même. Ça, c'est Guy. Guy, lui, me sert de secrétaire maintenant. Il écrit, il tape à la machine. Ça, c'est Coco Maître. Beau garçon aussi. C'est terrible ce que les gars sont devenus beaux garçons à Cachan. Ça, c'est de nouveau Pierrot le fou. Je me demande pourquoi il revient tout le temps et il n'arrête pas de fumer. C'est pas sérieux en classe. Ça, c'est Tony. Tony, maintenant, lui, il fait du dessin industriel. Et puis, il y a tous les autres copains. Tous les autres copains qui se promènent. Et puis, voilà, maintenant, c'est la récréation. Ils sortent. Eux ont de la chance. Parce qu'il y en a un qui est puni. Irrémédiablement, toujours le même. Et voilà, c'est le cancre. Le cancre, à la table du cancre. Ça, c'est une invention de M. Meula. Eh oui, je suis là, à portée de règle. Ah, ça n'est pas très pratique, très amusant, mais il faut se faire une raison. On est le cancre. Oui, mais la table du cancre existe toujours. Il n'y a plus de cancre Oui, maintenant. bon. Elle est vide. Bon, eh ben, on se rattrapera parce que dans quelques années, j'enverrai mon gosse et puis le cycle reprendra le cours normal. Non, tiens, en parlant de cancre, je crois que si je suis devenu en partie, c'est à cause de lui. C'est Pierrot. Pierrot n'était pas en classe avec toi. Il avait un autre instituteur, il avait le père Neuneu. Mais Pierrot, lui, avait une guitare, il jouait de la guitare et moi je rêvais de chanter. Et j'allais voir Pierrot à chaque fois, je disais Pierrot, on va faire un tour de chant tous les deux, on va faire les crochets. Et là, j'ai appris la guitare et peut-être qu'à cause de lui, j'allais voir un défilé de l'opération guitare parce qu'il se trouve que tous les copains sont comme moi, aiment cet instrument. Et à cette époque-là, dans les crochets, je chantais une petite chanson. Je dois dire que les finales étaient bizarres. Je chantais Douce France. Et je chantais sans instrument et ça faisait tout le temps Douce France, cher pays de mon enfance. Et alors, irrémédiablement, au deuxième refrain, la salle en chœur chantait avec moi Douce France, cher pays de mon enfance. Enfin, voici le Douce France. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Cher village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie et la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon cœur. Eh oui, Pierrot. À cause de Pierrot, j'ai voulu faire le saltimbanque. Eh oui, ça y est, Meula a toujours un côté sérieux, il a l'air de me reprocher ça. Et je faisais les crochets. Par exemple, une chose m'avait impressionné, je fréquentais les artistes. J'allais dans les coulisses et j'allais voir les artistes. Mais quand tu avais quitté l'école? Oh, même pendant l'école, ça se faisait pendant les cours. C'était pas la peine d'aller à l'école puisque je préférais chanter. Et puis, des gens font leurs humanités de mille et une façons. Il y a des gens qui vont au lycée et qui font leurs humanités sérieuses, leur littérature, autre chose. Moi, mes humanités, je connaissais tout Trenet par cœur et c'était ça, mes études. Et je me souviens, j'avais vu un jour Charles Trenet dans sa loge. Une chose m'avait intrigué, c'est qu'il prenait des inhalations avant de chanter. Et j'avais un autre copain de Cachan, Coco, qui lui aussi voulait faire le métier. Et il avait dit, mais ça y est, c'est ça, on a trouvé la formule pour devenir une vedette, il faut prendre des inhalations. Alors, à chaque fois, avant d'aller faire un crochet, un concours de chant, on prenait des inhalations et pendant 2 heures, on aspirait. Ce qui fait que lorsqu'on sortait de chez lui, qu'on arrivait à la mairie de Cachan ou dans un autre local où on faisait un crochet,
on se retrouvait à faune et on perdait, on se faisait foutre à la porte. Et ça t'est arrivé souvent? Oh, très souvent. Une fois, il y avait un crochet. J'avais fait le premier crochet radiophonique après la guerre, en 1944, et c'était M. Saint-Granier qui présentait le crochet. Ça se passait au Théâtre des Champs-Élysées. Et alors, au Théâtre des Champs-Élysées, moi, je me rendais pas compte. C'était la première fois que je montais sur un plateau pareil. Et j'arrive, et j'entends Saint-Granier sur le plateau qui dit « Eh bien, maintenant, c'est le concurrent numéro 4 qui arrive. » J'arrive. « Comment vous appelez-vous, jeune homme ?»« Laforgue. »« Laforgue. Et qu'est-ce que vous nous chantez, jeune homme ?»« Eh bien, je vous chante comme une libellule. »« Eh bien, allez-y, jeune homme. » Et je commence, je fais « Comme une libé !» Et je regarde en l'air et je vois tout le populo qui était dans la salle et ça m'a tout coupé. J'ai fait comme une libé, boum! Le crochet est arrivé là-dessus et Santaya, qui arrive, mais oui, qui va me reprocher de raconter encore cette histoire. Saint-Granier enchaîne et dit « Eh bien, le numéro 4, monsieur Laforgue, s'envole vers la coulisse comme une libellule. Au revoir, monsieur Laforgue. » Et voilà comment s'était passé le crochet. Santaya, c'est aussi un autre personnage. Les Basques, les vieux Basques vous diront toujours, parce ils s'accrochent à leur tradition, et ils vous disent, pour être basque, apprends à danser et à chanter, tu seras un vrai basque. Je crois que Santaya est un vrai basque. Il a le nez pour ça, du reste, mais il a aussi l'amour de la chanson, du chant et de la danse. Santaya, tu nous chantes quelque chose. Je vais essayer de chanter une petite rota, mais à ma façon. Mais va, tu es libre. Donostia rabigotudo, horroroso y campesino, tienes gracia de gitano y te gusta mucho el vino. La 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 Cuando vamos a tu casa, vamos a comer otra vez, nos ofreces el porrón. Bebes mucho. Y bebiendo alegremente nos dan la una o las dos. Y terminaré diciendo que tú también cantas jota. Es posible, cuando puedo. Para demostrar al mundo que también tienes narices. Ay, ça, ya está bien. Sí, ¿te ¿Y parece? tu ne bois pas? Si quieres, Ah si tiens, me lo ofreces, je vais me con demander mucho aussi. gusto. Non pas qu'il soit ivrogne, mais il aime assez boire au porron et il a raison parce que c'est très bon, ça désaltère. Maintenant, voilà, je vais te dire une chose. Tu sais, dans les choses que l'on aime, il y a une chose, moi, qui m'a accroché, c'est que j'aimais le musette. Et pas spécialement le musette, j'aimais aussi le jazz, mais j'avais une habitude. Je me retrouvais toujours avec les copains dans un petit bistrot à côté du Rex qui s'appelait le Floréal. Et à cette époque-là, il y avait Aimable. Aimable qui jouait In the Mood. Ça voulait dire, je crois, dans l'ambiance. J'ai jamais très bien compris l'anglais, mais nous, on était vraiment dans l'ambiance.
Petit bal de Robinson, je te dois cette rengaine, je te dois cette chanson où se cachent mes peines. Petit bal de Robinson, bal de mes amours anciennes, bal de mes belles saisons, qu'un bon vent te ramène. De mon premier grand amour, il ne reste rien, rien qu'un petit souvenir qui se refuse à mourir. Bal de mon premier amour, toujours tu reviens pour m'étourdir. Et je voudrais rajeunir. La vie m'a brinque-ballé, me voici au temps des rides. J'ai fait comme l'araignée, ma maison dans le vide. Je suis seul à la veiller, avec mes regrets pour guide. Revoir ma destinée, la mort me tend la bride. Adieu premier grand amour, je ne suis plus rien, rien qu'un vieux qui va mourir, bientôt dans ses souvenirs. Bal de mon premier amour, éternel chagrin, mon cœur n'a pas su vieillir, mon cœur n'a su que souffrir. Tu sais que c'est gentil de nous avoir invités chez toi, hein? C'est Ah non, c'est normal. C'est normal parce que vous représentez tous les deux beaucoup de choses pour moi. Voilà, quand j'aimais ce métier, j'aimais les gens qui faisaient ce métier, j'avais quand même très peur parce que je me disais c'est une chose que je ne pourrais jamais faire, parce que les gens qui font ce métier sont des gens bien, qui sont élégants, et moi je peux pas, je n'arriverai jamais. Et quand je vous voyais tous les deux au cinéma, je me disais mais il n'y a pas de raison, puisqu'eux ont l'air d'être comme moi, ils ont l'air d'être arrivés du même endroit, on pourrait peut-être se retrouver ensemble. Mais tu sais que, en définitive, on était faits pour se retrouver. On fait partie de la même famille. Je crois. Et je vais te raconter une histoire. Un jour, il y avait Patachou qui passait dans le Midi. Et j'étais dans le Midi à prendre mes vacances. Et je connais Patachou depuis longtemps. Je suis allé voir Patachou. Il y avait un gars qui chantait 3 chansons avant Patachou. Et j'ai entendu ce gars. Et j'étais absolument bouleversé. Et je suis monté après pour embrasser Patachou. Et je lui ai dit, non, il y a un gars avec toi qui passe. Il a embrassé le gars en même temps. C'est assez extraordinaire. Et Patachou m'a dit, bah, va le lui dire, parce que c'est un gars qui n'a pas confiance en lui, etc. Et je suis allé le lui dire, tu sais, ne change rien. Un jour, ça va se savoir que tu as du talent. Ce gars s'appelait Brassens. Tu es un ami de Brassens. J'ai parlé avec Brassens. Brassens m'a dit, je lui ai dit que j'étais un ami de Prévert. Il m'a dit tout ce qu'il devait à Prévert, entre autres le sens du mot. Le mot qui a une valeur propre. Tu connais Brassens, je connaissais Prévert. Tout ça fait partie d'une bonne tradition logique qui remonte, c'est pas moi qui l'ai dit le premier, qui remonte à Villon, en passant par Bruant, par Rictus. On moque beaucoup de Rictus, ça fait un espèce de mélo. Mais moi j'aime bien le mélo. Moi j'aime bien le mélo. Du mélo, Rictus, j'ai l'esprit midinais. Je suis d'accord, je vais te dire, Poivre n'a pas tout à fait, elle a dépassé l'âge, mais elle connaît un poème de Rictus. Oui, avec moi, hein. Elle connaît un Parmi poème... tous vos potes, il n'y a pas une fille quand même, hein, c'est terrible. Ah si, il y en a une autre. On va nous faire croire qu'on n'aime pas les filles. Et non, on les aime, quoi. Poivre connaît un poème de Rictus qui s'appelle Les Petites Baraques. Tu veux dire Les Petites Baraques? Je veux bien. Allez, allons-y. Allons-y pour les petites baraques. Maman, laisse-moi voir les petites baraques. Dis, arrête-toi, maman. Ne me tire pas. Tu me chahutes, tu me fais mal au bras. Aïe, maman, tu fais toujours des claques. En vrai, ce qu'il y a du populo,
Maman, ils rigolent comme des baleines, quoi que c'est qui leur jacte le camelot. Parce que ça pue l'acétylène. Maman, les bonhommes, maman, les pépés, les chiens de fer, les flingues, les musiques, les sables, les vélos mécaniques. Oh, mon, ce que je fais gnauler. Oh, ce qui coûte cher, le grand cheval du milieu, là, celui-là qui est plus grand qu'une enseigne. Je voudrais l'avoir, moi, non, gueugueux. Aïe, maman, tu fous toujours la baigne. Tiens, ton baluchon qui se défait. Tu te le refusais chez ma tante? Oh, peut-être pour ça que t'es pas contente. Au bon moment, qu'est-ce que ça fait? S'occupe pas si t'as pas de sous. C'est pas pour m'acheter que je t'arrête. Rien que de zioter les joujoux, ça me fait du bien aux mirettes. Si le dabre rend pas mûr et sans le rond qu'un tempéra une petite échelle. Une orange, dessous de moron, vraiment, ça fera la rue Michel. Oh, ouais, je suis fatiguée. On n'est pas encore à Saint-Ouen? Plus qu'on 30 ans, pire que c'est loin. Oh, maman, que je suis fatiguée. La neige entre dans mes godillots, ça fait du tort à mes engelures. J'ai beau être un gras à la dure, j'ai comme un lingue dans les boyaux. Tu sais, le sale môme de l'épicier, il fait son crâneur, son bourgeois. L'autre nuit, il a eu dans ses souliers une petite balance et des vrais poids. Avec une belle petite bagnole et une boîte de troufion, un guignol. C'est le Père Noël, à ce qui paraît. Du pourvoir, maman, c'est vrai. Vous autres qui nous a demandé, les crapauds, expliquez-moi ce que vous avez eu de la part du petit Jésus. Nous, quand il a balancé, la peau. Alors, c'est pas ce qu'il nous a dit, maman. Il nous a appelé plein de poux. Le Père Noël, c'est sûr, pardi, il va pencher des purées comme vous. Dingue! Alors du coup, moi, mes frangines, tous dessus, on y a cavalé. Ah, qu'est-ce qu'on y a mis comme volé? Madame aussi, pour toi qui nous chine. Et puis on y a cassé ses affaires. Puis après, on s'est fait la paire. Bah, tu sais pas ce qu'il nous a dit. Tant de salaud, je vais le dire à mon père, je vous ferai couper votre crédit. Oh, le maman, qu'est-ce qu'il te prend? Mon reine, c'est lui, la mauvaise graine. Aïe, oh, soupé, merde, ce que j'ai traîne. Sûr, ouais, bien que c'est le jour de l'an. C'est pas bête, non, quand même? Ouais, c'est bête, Ricky. Ah, c'est bête. C'était bête, moi j'aimais. Il y a une chose qu'on te doit peut-être particulièrement à toi. Les trois quarts de tes chansons, je sais pas si les trois quarts ou les deux tiers, sont des valses. Côté mathématique. Et il y a un côté tradition populaire qui est la valse musette. Ouais. Moi, je vais te dire, j'aime la valse, tout simplement parce que j'aime la danse. Moi, quand j'étais jeune, je faisais les concours de danse. Sans blague. À Robinson, j'avais un surnom, on m'appelait Sucrète. Sucrète, ça paraît pas croyable, mais c'est vrai. Et les filles disaient, tiens, regarde Sucrète, lui, c'est le roi du tango. Eh ben moi, j'étais le roi de la valse. Et la première chose que j'ai faite quand j'ai connu Poivre, c'est de lui apprendre à danser la valse musette. Tu veux qu'on t'en fasse quelque part là? Bah tiens, allez, hop, l'orchestre, à petits pas. Allons-y, allez. Bébé. Eh bien, il y a aussi des choses qui m'ont fait plaisir, c'est surtout le théâtre. J'ai découvert le théâtre grâce à monsieur Charles Dulin, j'étais dans son école, et j'ai fait du théâtre et de la pantomime. Pendant 3 ans, j'ai fait du mime. Le souvenir que je garde, qui à mon sens est drôle, c'est que Marceau était une brute au travail. Il nous faisait répéter, c'était normal du reste, mais il y allait parfois jusqu'à l'excès, tant il avait le besoin de réaliser le spectacle. Un jour en Italie, on était en tournée, on répétait un spectacle, il s'est débrouillé pour nous trouver une salle pour répéter. Dans cette salle, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait rien. Et il s'est débrouillé quand même à nous faire répéter lorsque la nuit est tombée, on était en pleine obscurité, et Marceau continuait à battre la cadence en s'imaginant qu'on faisait les mouvements, il disait pendant ce temps-là, nous on était tous assis, allongés, on répétait avec lui, c'était parfait. De cette époque, j'ai gardé une très grande amitié pour un excellent copain, qui est un très grand mime, qui s'appelle Gilles Segal. Et Gilles, aujourd'hui, va vous faire une pantomime. Il va vous raconter la douche.
Maintenant, voilà deux autres copains. Paul Hébert, tout à l'heure je vous parlais de Charles Dulin, de l'école. Et je dois dire que j'ai appris énormément de choses grâce à ce monsieur. Vous savez, je n'avais jamais fait de théâtre. Je ne savais pas ce que c'était que le théâtre. Et la première fois de ma vie, j'ai vu une représentation de Volpone. Ce qui est drôle, c'est que j'ai appris tout à l'heure en parlant avec Jean Roger qu'à cette époque-là, il jouait Corvaccio dans Volpone. Je n'en savais rien parce que je ne savais pas les noms d'acteurs, je connaissais personne. Et j'ai vu Monsieur Dulin. Monsieur Dulin m'a appris beaucoup de choses, il m'a surtout décontracté. Il m'a appris à aimer son métier parce qu'il l'aimait avec acharnement. Et à cette époque-là, Hébert, Paul, était à l'école aussi, il était élève. Je me souviens par exemple d'Hébert, dans un spectacle qu'ils jouaient tous les deux, c'était au Théâtre de la Renaissance, c'était le Palais du Gouverneur. La fête du gouverneur. La fête du gouverneur. Et dans cette fête du gouverneur, Hébert avait une présence en scène. De temps en temps, c'était très épisodique, mais alors, un labeur acharné en coulisses. Il faisait les oiseaux, les petits oiseaux, les perroquets. Hop, il rentrait, il sortait, il changeait de costume. Invraisemblable. Et Paul Hébert, maintenant, vous voyez que c'est le début de l'opération guitare, les copains aiment la guitare. Paul Hébert a mis les bouts rimés de Jacques Faisan, qui est un caricaturiste, qui est un dessinateur qui aussi écrit des choses drôles. Et Paul les a mis en musique, et il nous les chante. Et moi, il m'amuse. J'aimerais que vous vous amusiez avec lui. Paul. D'accord. Alors, ce bout rimé-là s'appelle « Dans le bois humide ». Dans le bois humide, pour prendre ta main, j'ai saisi timide tes doigts, un à un, marchant dans la mousse, détournant les yeux, attrapé ton pouce et je fus heureux. Puis m'enhardissant, dur comme un silex. Au bout d'un moment, je pris ton index, tu restes à plat. La reste placide, aussi sans frayeur, d'un geste rapace, d'un geste rapide, je pris ton majeur. Intrépidement, soudain téméraire, je pris mon élan et ton annulaire, taratata. Tu ne bougea point, aïe 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 aïe, alors sans m'en faire, ratatata, je saisis enfin ton auriculaire. Quoi tu dis que c'est très insuffisant, m'aurais tu aimé trop trop entreprenant, va, je te promets, dimanche prochain, je m'occuperai de ton
de ton autre main. Il y a aussi Jean-Roger Cossimon. Il fait partie de ces comédiens que vous connaissez parce que vous les voyez à la télévision. En tant qu'acteur, il joue la comédie, vous les voyez dans les émissions dramatiques. Mais ce que l'on ignore souvent, c'est que parfois les auteurs et les compositeurs dont vous fredonnez les airs, eux, restent en dehors du coup et il fait partie de ceux-là. Il vous a fait chanter avec beaucoup de chansons, Monsieur William et autres. Il fait de très belles chansons et c'est d'autant plus agréable à moi de le dire. C'est que comme je fais des chansons, c'est même gênant parce que ce genre d'émission, des joies de la vie, devient une brosse à ruer. On est obligé de dire du bien parce que comme on a fait venir des copains, des gens qu'on aime bien, la moindre des choses, c'est qu'on essaie de dire ce qu'il va aller, ce qu'ils sont. Alors Jean-Roger Cossimon va nous chanter une de ses chansons. Volontiers. Que vous connaissez, du reste. De la rue Montorgueil à la Goutte d'Or, avec Barbara, son épouse chérie, mon arrière-grand-père qui était jeune alors, allait jouer de l'orgue de Barbarie. Et par à tous les temps, à tous les carrefours, lui beau ténébreux, elle fragile et blonde, chantait le printemps, l'espoir et l'amour, chantait pour tout le monde, et chantait pour eux. Barbarie, Barbara, tout changé, tout varie, mais quand le printemps est là, le lilas refleurit, et qui pleure vendredi, le dimanche rigolera, c'est ainsi que va la vie. Barbara, Barbarie, Barbara, Barbarie, Barbara. Près de des bourgeois, passés tout plein d'or, passés plein d'orgueil et remplis de morgue, donner un peu d'or, ça leur ferait du deuil, et ils avaient tort, horreur du vieil orgue. Mais ça plaisait bien aux petits amoureux, à Mimi Pinson, à l'ami Gavroche, et même les rapins lançaient tout joyeux un sou de leur poche pour la petite chanson. Barbarie, Barbara, tout changé, tout varie, mais quand le printemps est là, le lilas refleurit, et qui pleure vendredi, le dimanche rigolera, c'est ainsi que va la vie. Barbara, Barbarie, Barbara, Barbarie, Barbara. Mais vers 1900, mon aïeul est mort alors qu'il jouait la valse nouvelle. Il a dit tout bas, il faut pas s'endormir sur la manivelle. La pauvre Barbara est morte de chagrin, l'orgue fut vendu à Saint-Ouen peut-être. Aujourd'hui me v'là, mais j'ai ce refrain qui vient de mes ancêtres et qui dit comme ça. Barbarie, Barbara, tout changé, tout varie, mais quand le printemps est là, le lilas refleurit, et qui pleure vendredi, le dimanche rigolera, c'est ainsi que va la vie. Barbara, Barbarie, Barbara, Barbarie, Barbara. Barbarie. En voilà. Mais on est obligé de l'arrêter si on veut parler. André, voici André Grassi. André Grassi et sa femme Catherine Mess. Je leur dois évidemment beaucoup d'amitié, c'est la moindre des choses. Nous nous sommes connus à Deauville, au concours de Deauville. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qu'est le concours de Deauville. Moi j'ignorais. Oui, de ce qu'était. Feu concours de Deauville. Moi j'ignorais, mais un jour j'ai appris que sur toutes les affiches, il y avait Monsieur Untel, Grand Prix de Deauville, Madame Untel, Grand Prix de Deauville. Je dis, mais c'est bizarre, il n'y a que moi qui ne suis pas Grand Prix de Deauville. Alors j'y suis allé par curiosité, je suis revenu comme tout le monde, Grand Prix de Deauville. J'ai compris en fait que, bon, pour nous... Mais là c'était mérité, là, c'était mérité. Ah oui? Ah bon, ça y est, il commence à me flatter. Oui, oui. André Grassi fait des chansons, de très belles chansons aussi. J'aimerais un jour chanter les siennes. Le jour où je sentirai que ça va pas du tout et qu'elles sont trop mauvaises, celles qui m'appartiennent, j'irai à lui. Ça me rendra sérieux. Ça c'est gentil.
André, il y a une autre chose aussi que je voulais dire. Vous savez, bon, on vient de faire un film sur Julie Larouche, j'ai fait la musique du film. On voit souvent sur les génériques, on voit sur les affiches, musique de Tartampion. Je suis ce Tartampion en effet. Nous faisons la musique, mais il y a un nom que l'on oublie fréquemment, c'est le monsieur qui a fait l'orchestration, parce qu'une musique, nous faisons la 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 la. Et c'est André Grassi qui a rajouté les violons, qui a rajouté les cuivres, qui a fait tout, qui a fait ce qu'est la musique du film. Je tenais à le dire parce qu'on ne sait jamais que les orchestrateurs sont ceux qui font tout le travail. Ah, pas dans tout le fond, le travail, oui, hein, mais partie du travail. presque tout. Ce qui donne la qualité à la musique, à la petite ligne musicale qu'on a faite. André, je ne sais pas quoi te dire d'autre. Ben, je crois que c'est déjà beaucoup. Non, c'est ça n'est trop rien. même. Non, c'est idiot, c'est rien. Je crois que maintenant sa femme, Catherine Mess, va nous chanter une chanson, et une chanson qui appartient évidemment Oui, à André. certainement. Voilà. Ouais. Elle s'appelle comment la chanson, Catherine? Elle s'appelle Ton amour. Ça dure encore tous les Non, deux? toujours. Ah ouais, bah ouais. Ça va. Raymond DeVos. Raymond DeVos. Nous avons joué ensemble une pièce qui s'appelait La vertu en danger. À cette époque-là, je dois dire que on essayait tous les deux de trouver un numéro personnel. Enfin, avant de parler de ce numéro personnel, parlons déjà du numéro que nous faisions dans cette pièce. Ah ben dans cette pièce, si je me souviens bien, toi tu faisais... René Willafort faisait un truand. Tu faisais une espèce de brigand. Oui, mais brigand. gentil. Oui, très gentil. Mais alors, je crois que je me souviens bien que tu t'étais fait une tête. Sobre. Il s'était mis une espèce de chapeau, vous savez, le chapeau pointu à la brigand. Et puis alors, il avait rabattu le bord sur les yeux, et puis alors il avait fait un trou d'un côté. Et il jouait tout avec Argus comme ça. C'est vrai qu'à l'époque, c'était une manie, on se faisait des têtes. Moi, je me rappelle que je me faisais pas mal de têtes aussi. Je me rappelle avec un peigne. Parce que moi, un peigne, ça me sert pas à me peigner, je me peigne jamais. Et ça me sert à faire des têtes. Et alors, je faisais des personnages comme ça, je faisais le borgne, hein, bien sûr. Et puis alors, je me rappelle que je faisais aussi Hubert Alès. Un personnage très méchant.
Et alors, je me rappelle qu'après, le numéro marchait pas mal, je l'avais augmenté. Et je faisais le docteur Schweitzer. C'est bien la première fois qu'on t'augmentait, bon. Puis alors aussi Napoléon III, et puis etc. Enfin, ça, c'était les choses sobres, pas pendant la pièce. En dehors de ça, on essayait tous les deux de faire un numéro. Ah mais toi tu passais déjà, toi, tu jouais déjà tous les soirs. Déjà. Tu étais très avancé. Oui, c'est-à-dire que, vous savez, en principe, je viens très tôt dans les théâtres parce que j'aime ça, j'aime sentir le théâtre. Je me sens bien là-bas, c'est ma maison, j'aimerais bien y rester tout le temps. Et je venais très tôt. J'étais toujours battu par Raymond qui, lui, arrivait le premier. Il arrivait avec un matériel impensable. Une clarinette, un pipeau, une guitare. Il apprenait à jouer de tous ces instruments. Oui, parce que je m'en servais pas dans la pièce. Non, mais c'était pour le futur. Et à cette époque-là, je faisais des cabarets déjà. J'avais réussi à me faire engager dans un cabaret des Champs-Élysées, une façade. Et alors... ça n'a pas duré longtemps. Oui, vous êtes peut-être au courant de l'argot de métier. Quand ça ne marche pas au public, on appelle ça se taper un bide. On fait ça et on a compris. Ouais, on se tape sur le ventre comme ça. Voilà. Moi j'avais trouvé une autre image, je disais, oh là là, j'ai ramassé une gamelle. Oh, terrible. Et j'arrivais tous les soirs au théâtre, il y avait une tradition qui était née. Dès que j'arrivais, on me disait, alors, hier soir. Je dis, ben, hier soir j'ai commencé, alors, eh ben alors une gamelle. Et le lendemain, je revenais, et alors, hier soir, eh ben, j'ai fini. On m'avait foutu à la porte. Et à tour de rôle, comme ça, dans tous les établissements, j'étais le roi de la gamelle. Je dois dire qu'un jour, dans un cabaret qui voulait bien de moi, j'avais dit au patron, j'ai un copain, Raymond DeVos. Il a un numéro extraordinaire. Il casse tout, ça va faire une vedette. Très beau numéro, vous allez voir. J'arrive à le convaincre et j'amène mon Raymond. Et Raymond arrive, raconte, ce sont tes responsabilités. Ah ben j'ai tout cassé, quoi. La gamelle. Une marmite. Une marmite. Oui, j'étais navré pour toi, surtout. Je veux dire qu'à l'époque, je racontais des histoires comme ça, je crois me souvenir. Je rentrais en disant, en ce moment, dans mon quartier, tout craque. Tout craque. Je vais chez le marchand de journaux, je dis, vous avez des nouvelles? Il me dit oui. Je dis, elles sont fraîches? Il me dit oui, ça se gâte. Alors, j'en ai pas acheté. Chez ma blanchisseuse, je vais pour retirer mon linge, elle me dit, il est pas prêt. Ben, je dis alors, elle me dit, repassez. S'il faut que je repasse, c'est pas la peine que je revienne. Et puis alors, chez ma crémière aussi, je rentre, je lui dis, je voudrais une demi-livre de beurre. Alors, elle m'en coupe un morceau dans la motte, elle le met sur la balance, et puis elle rogne. Elle rogne. Ah, ben, je dis, il diminue. Elle me dit, non, il augmente. Ah, mais je suis pas fou, quoi. Alors, je lui dis combien c'est, elle me dit 200 francs. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai sorti toute la monnaie qui était dans mes poches, je l'ai posée sur la balance, et puis j'ai rogné. Je lui ai laissé 200 francs. En parlant de 200 francs, parle-moi un peu de tes cachets dans les cabarets. C'est-à-dire qu'après cette audition, le directeur est venu me voir, il m'a dit, alors votre numéro, c'est pas le genre de la maison, mais enfin, combien? Alors j'ai dit, 5 quoi, 5000 francs. Il me dit combien? Je lui dis, 5 moins 2 pour les frais, quoi, 3. Il dit 3000 francs. Ah, j'ai dit 3000. Normalement, je vous connais, tout ça, 2. Il me dit 2000 francs le numéro que vous m'avez présenté. 2000 francs ça. Il me dit, moi, je vous en aurais pas 500 francs. J'ai dit combien, monsieur le directeur? Il me dit 500 francs. Je lui dis 500 francs le numéro que je vous présente, avec le mal que je me donne, 500 francs. Il me dit oui. Ben, j'ai dit d'accord. Ah ben d'accord. Dans un cabaret concurrent. Oui, à côté. Oui, mais enfin maintenant ça va, tout va bien, ça marche pour toi. Ça marche pas, faut pas se plaindre. Remarque, j'ai toujours des soucis quand même. Hein. Ah oui? Oui, tiens, tu vois là, en venant, j'ai fermé ma voiture à clé et j'ai perdu les clés, mon vieux. Et ce qui est terrible, c'est que mon pardessus est à l'intérieur de la voiture. Je sais pas comment j'ai pu faire parce qu'habituellement, je mets toujours les clés dans la poche de ma veste. Et à moins que je me sois trompé de veste. Ah ben non, puisque le pantalon est de la même couleur. Je me suis peut-être trompé de pantalon, dis donc. Ah, mais je savais bien quelque chose qui n'allait pas. J'ai jamais eu de chaussures noires. Elles sont noires, mais bien. Parce que j'ai que des chaussures rouges à la maison. À moins que je me sois trompé de maison, dis donc. Parce qu'hier, je suis rentré au 16 et j'habite au 18. J'ai même fait la réflexion. J'ai dit, tiens, ils ont changé les numéros. Ah, c'est pas possible puisque ma clé rentrait dans la serrure. À moins que je me sois trompé de serrure. Ou de clé. Ah, c'est pas possible puisque je mets les clés dans mon par-dessus. Ah, à moins que je me sois trompé de par-dessus. Ah non, c'est pas, non. Puisque je l'ai mis dans la voiture.
Mais je me suis trompé de voiture, mon vieux. Mais je me suis trompé de voiture. Ah ben ça me rassure, parce que je suis pas obligé de chercher les clés, hein. Alors tu m'offres un coup? Allez, on voit. tiens, écoute, je vais te faire boire au Poron, moi ça m'amuse. Ah bon? J'adore voir les Nordiques se salir les costumes. Ah bah tu mets-moi Ça fait rien, il n'est pas à toi. Fais-moi une petite chose comme ça. Là, Voilà, allez. alors. Allez, c'est parti. Alors, c'est parti. Ah oui, c'est parti. Ah, c'est parti. Ah, je te remercie. Continue, Madame Sablon, je vous dois beaucoup de choses. Vous savez, quand on essaie de faire ce métier, c'est difficile. Lorsqu'on ne connaît personne, on ne sait pas. Moi, la première fois, lorsque j'ai voulu chanter, je me suis dit, il y a une solution pour essayer de faire de la radio, je n'en ai jamais fait, je n'arrive pas à en faire, c'est d'écrire aux producteurs. Et j'ai pris une liste d'une vingtaine de producteurs, et j'ai écrit en leur disant, voilà, messieurs, je n'ai pas de référence, je n'ai passé dans aucun établissement sérieux, je n'ai pas d'éditeur, je n'ai pas de maison de disques, je n'ai pas de recommandations, et je n'ai jamais fait de radio. Que faut-il faire? J'aimerais avoir droit à ces émissions. Et j'ai écrit, entre autres, il y en a deux qui ont répondu, Pierre Mandelson et Henri Spade, qui sont, paraît-il, les deux têtes de bois de ce métier. Bon, ils ont une fâcheuse réputation, ils ont mauvais caractère. Eh bien, ils m'ont reçu tous les deux, et la première fois de ma vie que j'ai fait une émission publique, qui était une émission télévisée, une émission radiodiffusée, c'était La joie de vivre de M. Blaise Sandra. Ah oui? Je dois dire que j'en ai été troublé à ce point, c'est que j'ai oublié la moitié de la chanson. C'était une pagaille affreuse. Mais enfin, ils ont été gentils, ils m'ont accepté quand même avec des défaillances. Et vous, je vous dois aussi cette aide énorme. J'avais présenté un jour à votre frère, à Jean Sablon, des chansons. Et vous étiez là, vous m'avez dit, mais est-ce que vous passez quelque part? Je vous ai dit, non, je ne passe nulle part, je ne passe dans aucun établissement. Je me souviens, ça se passait sur le toit. Oui, sur la terrasse. Sur la terrasse de Jean, oui. Et vous avez fait une chose très gentille. Vous avez arrangé un guet-apens. Vous avez dit, venez tel jour, prenons rendez-vous, vous viendrez manger à la maison. Et nous avions invité à dîner Madame Pacra. Vous aviez invité Madame Pacra. Et à la fin du repas, d'un air de rien, comme ça, vous avez dit, oh mais tenez, René Louis. Alors, chantez, prenez votre guitare. Chantez, prenez votre guitare. Et j'ai chanté. Et Madame Pacra m'a dit, mais écoutez, il faut que vous veniez chez moi. C'est comme ça que j'ai fait mon premier. Vous voyez, elle s'y connaissait, c'est très bien. Oui. Et vraiment, je ne sais pas comment vous remercier, c'est idiot, quoi. Non, c'est bien. Si. Et je crois qu'il y a des quantités de gars, de filles qui sont comme moi, qui ne savent pas très bien où aller. Moi, j'avais écrit, mais en revanche, il y en a un, n'est-ce pas, qui lui n'a pas écrit, et qui s'est parfaitement débrouillé parce qu'il n'avait pas besoin d'écrire des lettres, il lui a suffi de parler pour convaincre les producteurs. Et ce copain, c'est Petit Bobo. Et nous allons le voir? Oui, je l'espère, si la technique ne nous trahit pas. Oh, c'est poli, t'as ici, non? C'est pas comme l'autre jour, c'est pas comme l'autre jour. C'était par un sombre soir d'orage. Je m'amusais à compter les gouttes de pluie qui venaient crever le creux de mes galoches. Je m'étais mis à l'abri dans la coque d'une vieille barque échouée. Et je commençais à m'endormir quand tout à coup, il y a eu l'éclair, une grande zébrure, fulgurante. Et grâce à cette lueur, j'ai pu voir que quelqu'un, pendant mon sommeil, avait frété l'embarcation. Une grande voile, toute blanche, qui grimpait le lendemain, dont la pointe allait gratter le ventre des gros nuages gris. Et à l'arrière, une demoiselle, mais alors une apparition, hein, avec pas un faciès, un minois, avec de grands cheveux, sur son 31, un petit tablier blanc, sur une robe bleue, c'est à feston et falbala, et des tout petits sabots tout noirs. C'est mignon à croquer. On aurait dit une étiquette de camembert. Mais que faisait-elle? Il était en train de souffler dans la voile. Tant et si bien que cette voile s'est gonflée comme un ballon, et nous nous sommes envolés, en plein dans les nuages gris. Je ne sais pas si tu as été là, mais c'est pas bien. Hein. Des paysages mous, flasques, glauques, spongieux, ça pègue quoi. Mais après, quand tu as passé cette épaisseur, tu as le ciel tout bleu, serein, avec des étoiles à portée de la main. Et le vent, entre ces étoiles, promène des petits nuages. Mais pas gris, cela, hein. Rouge, vert, jaune, bleu, multicolores. Et chaque fois, la demoiselle, hop, elle arrachait un lambeau de nuages et elle mettait ça dans ses poches. Moi, j'ai dit, elle fait la collection, c'est une manie comme une autre. Il y a des gens comme ça. Quand elle a eu des nuages de toutes les couleurs, alors là, on a quitté la plage
Et on est allé survoler, tu sais, le vieux village presque abandonné qu'il y a. Il y a encore quelques vignerons qui habitent là. Et là, au-dessus de chaque cheminée, la barque s'arrêtait, la demoiselle sortait un morceau de nuage, et elle mettait ça dans la cheminée des gens, en pleine nuit. Ben, comme je dis, vous vous rendez compte, ces braves gens qui dorment, cette humidité que vous leur jetez sur la poitrine, ils risquent la bronchopneumonie. Alors, soyons sérieux. Ben, elle m'a dit, je fais rien de mal. Je suis la muse campagnarde. Je distribue des rêves. Ah, j'ai dit, ces morceaux de nuages sont des morceaux de rêve. Et ben, elle m'a dit, oui, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui les distribue, c'est moi. Et je dis, mais ils sont si pauvres que ça, ces gens, que ce sont des rêves d'une seule couleur. Ah ben, elle m'a dit, ce sont des rêves monochromes, parce que c'est un pays de monoculture. Une explication comme une autre. Hein. Enfin, puisque c'était des rêves, on en a distribué partout. Sauf la vieille maison. Tu sais là où habite cette vieille qui ronchonne tout le temps. Mais la mort, c'est une sorcière. Alors comme je dis, la demoiselle, elle ne mérite pas de rêver. Elle m'a dit, attends, tu vas voir. Du fond d'une poche, elle a sorti un vieux rêve, alors, tout gris, tout sale, minable. Un vrai cauchemar. Elle m'a dit, tiens, elle se pétassera avec ça. Hein. Allez, tira, la récréation, je vais aller jouer avec les âges. Et je dis, je crois que vous oubliez quelqu'un. Tenez là, sur la place, le monument aux morts, le soldat qui dort sous son casque. Vous pouvez pas lui donner un petit morceau de rêve? Ah, elle m'a dit, c'est vrai, j'y avais jamais pensé. Et elle a sorti un rêve tout bleu. Je dis non, pas d'une seule couleur, c'est vrai. Il est tout en pierre, il est en marbre, il a un peu l'esprit ankylosé. Non, il faudrait lui faire un rêve de toutes pièces. Alors on lui a fait un arbre, avec un ciel, avec une ferme, une barrière, et 3 oies toutes blanches. Et là, j'ai vu le soldat, il a tourné son fusil, et avec la crosse, il a conduit ses oies, il est parti. Et depuis, on n'a plus de monument aux morts, si c'est pas malheureux. Alors je lui ai dit, sauvez-vous vite avant qu'on vous voie. Et elle est partie, mais comment tu crois? Sans me dire ni au revoir, ni merci, moi qui l'avais aidé. J'ai rien dit, mais comme elle partait, je lui ai volé un petit morceau de rêve. Et ce rêve, je l'ai gardé. Et des fois, quand je sens que ça va pas ou que je suis triste, je le sors, mon rêve. Et puis je me régale. Et puis j'en fais profiter tout le monde. C'est celui que je viens de vous raconter. J'espère que petit Bobo, voyez, je le crois, du reste, il n'aura pas besoin d'écrire. Madame Sablon, c'est dommage, j'aurais voulu que votre frère soit là. Il est à New York. Oui, il est à New York, hélas. Encore quelques jours. Vous savez, moi j'ai une passion pour tous les gens qui ont fait ce métier et qui m'ont amené à le faire. Mon rêve à moi, ce serait que tous les gens que j'aime, que Jacques Pils, que Jean Sablon, chantent une chanson. J'aimerais leur faire une chanson pour leur plaisir. S'ils étaient d'accord pour le faire avec moi. Je suis sûre. Espérons. Écoutez, je crois que maintenant la technique sera d'accord avec nous. Alors, au cas où les téléspectateurs, n'est-ce pas, soient un peu fatigués de l'oreille, je leur reglisserai subrepticement que c'est une chanson, n'est-ce pas? C'est un gars qui aime une fille qui s'appelle Marguerite, mais lui, il l'appelle... Marguerite. Oui, il l'appelle Marguerite. Jusqu'à ce que le diable l'emporte, je gueulerai ton nom comme un refrain pour qu'il enfonce chaque porte. Marguerite, Marguerite, où es-tu, tendre joie, dans quel pays perdu? Où es-tu, goût de rien, qui dormait sur ma main? Oh, vous qui m'écoutez, si vous la rencontrez, dites-lui que mon cœur a quitté cette fille, Marguerite, Marguerite. Je gueulerai ton nom sur les chemins par lesquels le diable m'emporte. Alors s'éteindra mon triste refrain, car je deviendrai l'être mort. Merci, madame.
Madame Sablon. Non, votre chanson est belle. Non, vous êtes gentille. Vous la chantez bien. Oui. C'est différent. Qu'est-ce que ça vous fait comme effet d'entendre une chanson que vous avez écrite chantée par quelqu'un d'autre? Vous savez, ça me fait personnellement à moi un effet très bizarre parce que je suis pas... Je n'ai jamais couru après les interprètes parce que je disais, bon, je chante mes chansons, alors je ne pensais pas spécialement à ça. Mais la première fois que j'ai entendu, par exemple, vous me chantiez des chansons, et la première fois que j'ai entendu quelqu'un chanter une de mes chansons, j'ai trouvé un effet bizarre que quelqu'un entre en vous, vous prenne une chanson et aille avec votre sensibilité. C'est vraiment un très grand plaisir. Eh bien, j'en suis pas Vous contente. savez, je voudrais maintenant vous présenter une autre de cette série de la guitare. Oui. C'est une fille que je trouve moi drôle, parce que c'est pas du tout le genre chanteuse que l'on peut s'attendre à trouver, c'est pas du tout le côté Hollywood. Non, c'est plutôt de l'humour survolté. Vous savez, elle a cette forme d'ironie qui vous arrive sur le portrait comme une décharge de chevrotine. Du reste, ça tombe bien car elle s'appelle Colette Chevreau. Eh bien, écoutons. Elle est amoureuse d'un monsieur qui conduit une belle voiture rouge, pimpon, pimpon. Il a sur la tête un chapeau en argent, et quand il passe on se range, pimpon, pimpon. Elle l'a connu dans la rue un beau jour, que l'incendie faisait rage, pimpon, pimpon. Et depuis ce temps, palpitant tout le temps, un violent amour la ronge, pimpon, pimpon. Elle le suit dans la grande rue de son village pour lui offrir les 1000 fleurs de son corsage. Chaque fois qu'il s'arrête un moment dans un coin, la température augmente, pimpon, pimpon. Tout autour de lui, il y a des flammes qui s'élèvent et de la fumée qui monte, pimpon, pimpon. Et puis des femmes nues qui s'élancent dans ses bras avec une joie démente, pimpon, pimpon. On résiste pas à ce type-là, on peut pas, on dirait qu'il vous aimante, pimpon, pimpon. Un beau dimanche, il l'a emmené dans sa voiture à la campagne, histoire d'être seule dans la nature. Elle a constaté le parfait fonctionnement de toute la mécanique, pimpon, pimpon. Les cuivres brillaient, le moteur ronronnait, c'était un moment magique, pimpon, pimpon. Et puis vers le soir, tous les deux sont montés si haut sur la grande échelle, pimpon, pimpon, que derrière un nuage ils se sont égarés. C'était le 7e ciel, pimpon, pont. Armand Mestral. Vous permettez, René-Louis Laforgue, tout à l'heure, on vous a posé une question. On vous a demandé qu'est-ce que ça vous faisait quand vous entendiez une chanson, une de vos chansons, chantée par quelqu'un d'autre. Oui. Vous avez répondu. Et maintenant, voulez-vous me dire ce que ça vous fait quand vous les entendez chanter en anglais? Parce que vous entendez bien, n'est-ce pas, que je chante en anglais? Ah, c'est pour tout vous dire. Oui. Mestral, au moins, est un gars heureux. On n'arrive pas à le mettre en colère. Mestral m'a fait le plus grand plaisir qui soit pour un auteur-compositeur. C'est lui qui, le premier, a enregistré une de mes chansons sur disque. Et Mestral, à chaque fois, évidemment, on fait assaut d'ironie, tous les deux. Et quand je le vois, je lui dis, ah, tu sais, j'ai entendu un disque en anglais extraordinaire. Ah, c'est un gars, je sais pas, enfin, c'est formidable, ça fait... Je sais pas en anglais comment c'est. Armand Mestral, je sais pas, enfin... Je te fais remarquer que ce soir, j'avais l'intention de me couper la moustache. Et tu ne l'as pas fait. Pas fait, pour qu'on ne me dise pas que tu me copies. Non, parce que tu as eu un côté ridicule, il y a beaucoup de moustaches ce soir dans l'émission. Alors, tu aurais bien fait. Écoute, Armand, tu as tourné un film avec Madame Piaf, et ça me rappelle une leçon que j'ai reçue, peut-être la plus belle leçon d'humilité que j'ai pu réaliser.
Lorsque j'étais au théâtre, je jouais une pièce de Boris Vian, à cette époque-là, Les Carissages pour tous. Et j'ai une passion pour Madame Piaf. Et je n'avais pas d'argent, et tous les soirs, lorsque j'avais quitté le théâtre, je partais en vitesse à l'ABC, j'allais voir son tour de chant, et je me mettais en coulisses dans un petit coin, je ne disais rien, je regardais le tour de chant, jusqu'au jour où je me suis fait mettre à la porte par le régisseur. Je croyais que c'était Madame Piaf qui l'avait fait. Et j'ai dit, écoutez, j'ai envoyé une lettre à Madame Piaf, j'ai dit, écoutez, Madame, pourquoi m'avoir fait mettre à la porte, je ne vous demandais rien. C'était tellement simple de me laisser là, vous écouter. J'ai reçu une lettre de Madame Piaf qui m'a dit, écoutez, veuillez venir au théâtre, à l'ABC, tel jour, à telle heure. Et j'arrive, et Madame Piaf m'a dit, vous savez, ça n'a pas d'importance, si vous avez été vexé, ça ne peut vous faire que du bien. Je crois que vous avez une apparence assez sûre de vous, c'est embêtant. Vous aviez peut-être besoin d'une leçon, et par hasard, je vous l'ai donnée. Elle m'a expliqué la plus belle leçon qu'elle ait reçue d'humilité. C'était la première fois qu'elle passait à l'ABC. Elle passait en début du programme, et la vedette était Maurice Chevalier. Et elle avait dit, moi j'étais comme vous, à votre âge, je voulais les copains, tout ça, alors il y en avait que pour moi. Et j'avais voulu épater les copains et les copines. Le soir de la Générale, je leur avais dit, attendez-moi à la sortie des artistes, et puis à la fin du spectacle, on ira boire un verre. Et à la fin du spectacle, Madame Piaf, qui était du début du spectacle, elle avait attendu la sortie de Maurice Chevalier. Et lorsque Maurice Chevalier a descendu l'escalier, il est arrivé sur le trottoir, elle, pour faire de l'épate. Madame Piaf a dit, oh, Maurice! Et à ce moment-là, Monsieur Chevalier était monté dans sa voiture. Il a entrouvert la porte, il a dit, vous désirez quelque chose, mademoiselle? Je dois dire que depuis ce jour, je reste à ma place. Surtout que Madame Piaf, en plus, il y a eu un incident, c'est que moi, j'étais tellement intimidé, j'avais des apparences comme ça, de caractère, mais j'étais très intimidé. Et à chaque fois qu'elle me parlait, je lui disais, oh oui, 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 excusez-moi, madame. Et je voyais sa tête ressortir du paravent. Mademoiselle! Oh oui, pardon, pardon, madame. Mademoiselle, s'il vous plaît. Non, pardon, madame. Mademoiselle. Effondré. Enfin, tout ça nous éloigne du poseur de rail. Oui. Tu m'as fait un grand plaisir en le chantant. Eh bien, je vais essayer de chanter en français. Ah bon? Le poseur de rail. Ça fait rien, on aurait traduit. Tu vas me donner un coup de main, d'ailleurs. Je suis un poseur de rail, tout comme l'était mon père. Je me suis mis au travail quand la mort lui dit de faire. J'ai hérité du chemin que mon bonhomme de père avait suivi comme un chien jusqu'à son heure dernière. Au boulot, vaille que vaille, on creuse, on pioche et l'on taille, dans les choses et la rocaille, l'immense route du rail. On construit un éventail qui par Rome ou par Nanterre grandit comme la semaille sur tous les coins de la terre. Dès que paraît le matin, les sirènes nous appellent, on oublie le mal de rein, on n'est pas des demoiselles. Chaque jour, maille après maille, grandit le chaînon du rail, attachés à la ferraille, encore tout l'amour de braille. Je vais le long du chemin, la musette en bandoulière, je repars toujours plus loin, jusqu'à mon heure dernière. Quand trop vieux pour le turbin, je n'aurai plus rien à faire. Regardant passer les trains, j'irai quand même quelques verres. Je le préfère comme ça, en espagnol, c'est mieux. Moi, je m'en vais en Argentine. Eh ben, tu vois, je t'ai ouvert une route. Bon, pour revenir au théâtre... Soyons sérieux. Oui, soyons sérieux. J'avais monté en 1955
avec les copains, on avait monté une pièce de John Gay, l'Opéra des Gueux. Je veux dire que pour monter cette pièce, on avait des difficultés, et j'avais trouvé une solution. À chaque fois que j'avais besoin d'un peu d'argent pour acheter un peu de tissu, ou acheter de quoi construire un décor, j'allais voir les producteurs que je connaissais à la radio, à la télévision, un peu partout, et je leur disais, voilà, vous savez que on monte une pièce, on va la jouer bientôt, dans 15 jours, 3 semaines, un mois, ça vient, ça arrive tout de suite. Alors, vous voulez combien de places? Et évidemment, les gars enchaînaient, oh ben moi 2, moi 3, bon voyons, 3 à 800, 3 x 8, 24, 2004. Et c'est comme ça qu'on s'est offert les décors et les costumes. De cette époque-là, il y avait une fille qui jouait avec nous, Christiane Lasquin, qui jouait un très beau rôle, et ce soir, elle est venue nous dire un poème de Laforgue. Un très beau poème. Oui, mais entendons-nous, Laforgue. L'autre, le vrai, c'est-à-dire Jules Laforgue. Si mon air vous dit quelque chose, vous auriez tort de vous gêner. Je ne la fais pas à la pause. Je suis la femme. On me connaît. Bandeau plat ou crinière folle? Dites. Quel front vous rendrait fou? J'ai l'art de toutes les écoles. J'ai des âmes pour tous les goûts. Cueillez la fleur de mes visages, buvez mes lèvres, et non ma voix. Et n'en cherchez pas davantage, nul n'y voit clair. Pas même moi. Nos armes ne sont pas égales pour que je vous tende la main. Vous n'êtes que de naïfs mâles. Je suis l'éternel féminin. Mon but se perd dans les étoiles. C'est moi qui suis la grande Isis. Nul ne m'a retroussé mon voile. Ne songez qu'à mes oasis. Si mon air vous dit quelque chose, vous auriez tort de vous gêner. Je ne la fais pas à la pause. Je suis la femme. On me connaît. Roger Riffard. Roger Riffard est un copain de Brassens, un copain de nous tous. Et puisque je parlais de l'Opéra du Gueux, il y a une chose que je vais te raconter et qui ne t'étonnera pas, toi. Sûrement pas. Puisqu'il est question de Georges, rien ne t'étonnera. C'est sûr. Lorsque nous avons joué ce spectacle, le jour de la Générale, j'ai eu des difficultés financières. Il nous fallait 200 000 francs pour démarrer le spectacle. Et c'était la seule solution. Alors je suis allé voir le seul à qui je pouvais demander ça, je lui ai expliqué, je lui ai dit voilà Georges, nous en sommes. Et Joe m'a dit bon écoute voilà un chèque, et il m'a fait un chèque de 200 000 francs. Nous avons joué le soir à la Générale, et heureusement j'ai réussi à ne pas donner ce chèque de 200 000 et le lendemain j'ai pu le rendre à Brassens. Heureusement que Joe était là, sans ça on n'aurait pas pu jouer l'Opéra des Gueux. Roger, puisque Georges m'a aidé aussi pour bien les choses. Il nous a tous aidés. Tu vas nous chanter une de tes chansons, car Roger aussi, qui fait partie de l'opération guitare. Mais là, il va chanter en adulte, tout seul, sans instrument. Il va nous chanter. Les petits trains. Et oui, comme il a travaillé à la SNCF très longtemps, c'est une inspiration de circonstance. Sur les quais des gares, les petits trains sont à la mare. Les petits trains en 3 bonds sont au bout de l'horizon. Moi je reste sur le quai des gares à les suivre du regard. Sur les quais des gares grises, il y a des gens chargés de valises. Les petits trains en 3 bonds les conduisent à l'horizon. Moi j'agite mon mouchoir, question de leur dire au revoir. Je suis le balayeur qu'on voit, balayant le long des voies. Les petits trains en 3 bonds sortent de mon horizon. Où ce qu'ils peuvent bien fiche le camp, que je me dis en bas, l'ayant. Ils s'en vont vers des pays
plein de blé épanoui. Les petits trains, en 3 bonds, parvenus à l'horizon, sifflent déserts guillerets par les champs et les forêts. Quand ce sera l'enterrement de mon cousin Ferdinand, le petit train, en 3 bonds, m'emmènera vers l'horizon. Ça me fera 3 jours de vacances, je m'en réjouis d'avance. Je suis le balayeur qu'on voit, balayant le long des voies. Les petits trains, en 3 bonds, sortent de mon horizon. Où est-ce qu'ils peuvent bien fiche le camp, que je me dis en bas, l'ayant. Dis donc, Roger, Eh oui. si on profitait du train, Ah, si on allait faire un excellente tour idée. au Pays Basque. Judicieuse idée. Allons-y. Quand les blés seront semés, je te dirai que je t'aime. Nous pouvons nous embrasser puisque les blés sont semés. Nous pouvons nous embrasser puisque les blés sont semés. Donne ta main et marchons sur la terre. Donne ta main, je connais le chemin. Quand les blés seront en mai, je te dirai quelle veine. Nous pouvons nous épouser puisque les blés sont en mai. Nous pouvons nous épouser puisque les blés sont en mai. Donne ta main et marchons sur la terre. Donne ta main, je connais le chemin. Quand les blés seront fauchés, je te dirai, bonne graine, donne-moi un nouveau-né puisque les blés sont fauchés. Donne-moi un nouveau-né puisque les blés sont fauchés. Donne ta main et marchons sur la terre. Donne ta main, je connais le chemin. Quand les blés seront rentrés, je te dirai, cœur en peine, nous pouvons nous reposer puisque les blés sont rentrés. Nous pouvons nous reposer, la vie fut belle à semer. Donne ta main et dormons sous la terre, main dans la main, qu'il fut doux le chemin. En notre tour de Babel, laquelle est la plus belle, la plus aimable parmi les femmes de nos amis? Laquelle est notre vraie nounou, la petite sœur des pauvres de nous, dans le guignon toujours présente? Quelle est cette fée bienfaisante? C'est pas la femme de Bertrand, pas la femme de Gontran, pas la femme de Pamphile. C'est pas la femme de Firmin, pas la femme de Germain, ni celle de Benjamin. C'est pas la femme d'Honoré, la femme de Désiré, la femme de Théophile. Encore moins la femme de Nestor, non c'est
la femme d'Hector. Comme nous dansons devant le buffet, bien souvent, on a toujours peu ou pour les bas criblés de trous qui raccommodent nos malheurs, de fils de toutes les couleurs, qui brodent divines cousettes, des arcs-en-ciel à nos chaussettes. C'est pas la femme de Bertrand, pas la femme de Gontran, pas la femme de Pamphile. C'est pas la femme de Firmin, pas la femme de Germain, ni celle de Benjamin. C'est pas la femme d'Honoré, la femme de Désiré, la femme de Théophile. Encore moins la femme de Nestor, non c'est la femme d'Hector. Et quand l'un d'entre nous meurt, qu'on nous met en demeure de débarrasser l'autel de ses restes mortels, qu'elle est celle qui remue tout Paris pour qu'on lui fasse au plus bas prix des funérailles gigantesques, pas nationales non mais presque. C'est pas la femme de Bertrand, pas la femme de Gontran, pas la femme de Pamphile. C'est pas la femme de Firmin, pas la femme de Germain, ni celle de Benjamin. C'est pas la femme d'Honoré, la femme de Désiré, la femme de Théophile. Encore moins la femme de Nestor, non c'est la femme d'Hector. Et quand vient le mois de mai, le joli temps d'aimer, que sans écho dans les cours, nous hurlons à l'amour. Quelle est celle qui nous plaint beaucoup, quelle est celle qui nous saute au cou, qui nous dispense sa tendresse, toutes ses économies de caresses. C'est pas la femme de Bertrand, pas la femme de Gontran, pas la femme de Pamphile. C'est pas la femme de Firmin, pas la femme de Germain, ni celle de Benjamin. C'est pas la femme d'Honoré, la femme de Désiré, la femme de Théophile. Encore moins la femme de Nestor, non c'est la femme d'Hector. Ne jetons pas les morceaux de nos cœurs au pourceau, perdons pas notre latin au profit des pantins. Chantons pas la langue des dieux pour les balourds, les fesses Mathieu, les paltoquets ni les bobèches, les foutriquets ni les pain-bêches, ni pour la femme de Bertrand, pour la femme de Gontran, pour la femme de Pamphile, ni pour la femme de Firmin, pour la femme de Germain, pour celle de Benjamin, ni pour la femme d'Honoré, la femme de Désiré, la femme de Théophile, encore moins pour la femme de Nestor, mais pour la femme d'Hector. Je crois qu'il est difficile, tu sais, d'expliquer en peu de mots. Et puis ça sert à rien, les paroles. Il n'y a rien à expliquer, qu'est-ce que tu veux? Je crois qu'il n'y a rien à dire. La seule chose, bon, ben, on va conclure les joies de la vie. La moindre des choses, c'est que tu fasses partie de ces joies de la vie pour une grande part. Si tu veux. Alors écoute, pour finir et pour revenir à notre ambiance de guinguette, essayons d'aller retrouver ensemble le vieux Léon. Allons-y. Il y a tout à l'heure 15 ans de malheur, mon vieux Léon, que tu es parti au paradis, l'accordéon. Parti bon train, voir si le bastrin et la Java avait gardé droit de citer chez Jéhovah. 15 ans bientôt, musique au dos, tu t'en allais mener le bal à l'amicale des feux follets. En cet asile, par Sainte-Cécile, pardonne-nous de n'avoir pas su faire cas de ton pignou. C'est une erreur, mais les joueurs d'accordéon, au grand jamais, on ne les met au panthéon. Mon vieux, tu as dû te contenter du chant de navet, sans grande pompe et sans pompon et sans ave. Mais les copains suivaient le sapin, le cœur serré, en rigolant pour faire semblant de ne pas pleurer. Et dans nos cœurs, pauvres joueurs d'accordéon, il fait ma foi beaucoup moins froid qu'au Panthéon. Depuis mon vieux, qu'au fond des cieux, tu as fait ton trou. Il a coulé de l'eau sous les ponts de chez nous. Les bons enfants de la rue devant va la gaieté. L'un comme l'autre au gré des flots furent emportés. Mais aucun d'eux n'a fait fi de
son temps jadis, tous sont restés du parti des Myosotis. Tous ces Pierrots ont le cœur gros, mon vieux Léon, en entendant le moindre chant d'accordéon. Quel temps fait-il chez les gentils de l'au-delà? Les musiciens ont-ils enfin trouvé le la? Et le petit bleu, est-ce que ça ne le rend pas meilleur d'être servi au sein des vignes du Seigneur? Si de temps en temps une dame d'antan se laisse embrasser, sûrement papa que tu regrettes pas d'être passé. Et si le bon Dieu aime tant soit peu l'accordéon, au firmament tu te plais sûrement, mon vieux Léon.